Bonjour à tous, je suis ravi d'être en webinaire avec vous encore cette semaine pour un webinaire un peu plus long et un peu particulier parce qu'on va parler de nos formations et de nos formations vraiment pour des profils consultants ou experts marketing qui aimeraient utiliser nos méthodes et nos pratiques. Donc on va parler des formations d'animation d'ateliers, de tous les ateliers qu'on a créés, de toutes les méthodes sur lesquelles on est en train de travailler, ce qui nous fait effectivement un sujet un peu plus commercial que d'habitude et je ne suis pas venu tout seul. Je commence par donner la parole à Julia qui est juste à côté de moi. Je tourne la caméra. Bonjour à tous. Julia Drupt, enchantée. Je suis consultante chez Minute 30 et moi plus spécialisée dans les problématiques de marque et de positionnement de marque. Super, merci Julia. On va continuer avec Valérie. Bonjour à tous, ravie d'être là. Donc, je suis consultante 1 minute 30, spécialisée dans les stratégies de fidélisation fondées sur la data client et l'expérience client. À Chloé maintenant. Oui, bonjour, Chloé Duval, je suis consultante 1 minute 30 et je travaille plus particulièrement sur les sujets autour de la marque employeur, du recrutement et de l'expérience collaborateur, du marketing RH, on va dire. J'y vais. Vas-y. Donc du coup, Christophe Penner, donc moi je aussi consultant 1 minute 30, sans surprise, et je travaille particulièrement sur l'acquisition de stratégie design, donc toutes les stratégies d'acquisition, et aussi sur tous les sujets autour des offres, que ce soit B2B, B2C, les offres en général. Alors ça m'embête que qu'on n'arrive pas à te mettre toi aussi à l'image, Julia, parce que sinon on avait une parité parfaite, ce qui est pas si fréquent en marketing, donc je le souligne. À toi Bertrand. Oui, merci Gabriel. Alors lorsque vous êtes consultant indépendant, vous avez deux métiers. Le premier, c'est d'être consultant et le deuxième, c'est d'être commercial de vous-même. Alors concernant le métier de consultant, vous capitalisez sur votre expérience et sur des méthodes dont vous parlez, Valérie, et les consultantes 1 minute 30. Concernant le métier de commercial de vous-même, c'est toujours un peu plus compliqué quand on est consultant indépendant. D'une part, parce que c'est pas votre métier de base, vous n'avez pas fait ça pour faire de la prospection, mais en plus, c'est toujours difficile d'avoir du recul sur soi-même. Alors, comment on fait sa prospection? Je suis Bertrand Hospitalier, je suis ambassadeur chez 1 minute 30. J'accueille nos clients et nos prospects dans la communauté et je vous parlerai de la formation prospection commerciale pour consultants marketing dans quelques minutes. Super, merci à tous les 5. Alors, pour vous dire un peu comment va se dérouler ce webinaire qu'on a voulu un peu plus long parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire et on a bien bossé autour de ces formations. On va commencer sous forme un peu d'une discussion autour du why ou du pourquoi ces formations, qu'est-ce qu'on a à partager dans nos méthodes qui a de la valeur pour vous, consultants ou pour vous, experts marketing, à savoir la création d'ateliers, le fait de travailler avec du design thinking, le fait de prospecter, enfin tout ce qu'on va évoquer dans un premier temps. Et on va se faire un échange que j'aimerais le plus participatif possible avec vous aussi dans la salle où vous posez des questions sur vraiment le why de ces formations, de notre mécanique d'atelier, de nos méthodes. Et puis après, on va vous présenter 3 pages du site 1 minute 30 qu'on a créé pour mettre en avant ces formations à l'animation d'ateliers marketing co-créatifs. Et là, on a 5 ateliers différents. On a une page sur les 3 ateliers de marketing RH co-créatif et une page sur la formation à la prospection commerciale qu'on va vous présenter de façon détaillée tous les 6. Et puis, on va finir aussi par vous présenter aussi les outils qu'on utilise dans ces formations et en particulier les board Miro qu'on a créés pour animer les ateliers de façon co-créative, en design thinking, en utilisant ces nouveaux outils qui marchent aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et de fait, ça nous tiendra l'heure et demie. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Tout du long, on y répondra au fur et à mesure parce que c'est toujours plus sympa. Et voilà. Et donc, je vais essayer d'introduire cette discussion-là sur le pourquoi de ces formations. Moi, en quelques mots, ça fait au sein d'1 minute 30 plus de 5 ans que je fais des ateliers pour éviter l'avant-vente et pour éviter la reco complète faite tout seul, loin du client.
Donc j'ai commencé par faire des ateliers autour de l'inbound marketing. Quand il y a 5 ans, j'étais encore pionnier de l'inbound, qu'il n'y avait pas grand monde qui en faisait. Il y avait une vraie demande pour réfléchir sur l'inbound marketing avec des demandes de propositions complètes pour mes clients. Et quand je faisais ces propositions-là, il y avait une vraie frustration, c'est que à la fois je les éduquais, je faisais une proposition qui pouvait coûter beaucoup d'argent et qui à la fin ils ne prenaient pas, mais ils avaient un peu mieux compris ce que c'était l'inbound et on était sur quelque chose qui valait plus 50 000 euros, 60 000 euros, etc. Et j'ai compris, entre autres, en lisant, je retrouve plus le livre sous mes yeux, mais j'ai compris qu'il valait mieux vendre un pied dans la porte, un premier projet où on allait co-construire la stratégie, former les clients à l'inbound, les aider à comprendre comment ça marche sous forme d'un atelier, qui permettrait dans un second temps de vendre une reco, mais co-construite avec le client, ce qui fait des vraies réductions de coûts et de temps passé sur l'avant-vente. Et c'est ça qu'on a voulu systématiser avec les méthodes qu'on a créées. Parce que sur l'inbound, je le faisais de façon un peu artisanale en faisant de la formation à l'inbound et en même temps de la co-construction. Au bout de quelques temps, l'inbound marketing s'est démocratisé et donc les clients n'avaient moins envie d'avoir ce type d'atelier. On a créé l'acquisition strategy design. Aujourd'hui, on a créé aussi 5 autres méthodes dont Julia, Chloé, Christophe, Valérie vont vous parler. Et c'est l'ensemble de ces méthodes qui permettent d'adresser des problématiques différentes et qui sont des bons points de départ pour initier un projet, commencer à travailler. Et c'est autour de tous ces bénéfices-là qu'on va essayer d'échanger au début les bénéfices de la co-création, du design thinking, de l'atelier, du travail en commun, de la réduction de coûts de l'avant-vente. Je sais pas qui de vous veut commencer à réagir sur ces sujets-là. Je donne la parole à Christophe, il a souvent quelque chose à dire. ce qui facilitera le travail des autres aussi. D'accord. Ouais, que dire déjà de base sur ces ateliers? Moi, ça fait un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi maintenant que je travaille avec 1 minute 30. Et dès le début, on s'est tout de suite mis en mode atelier, comme tu le disais, Gabriel, dans cette volonté de faire avec le client. Et c'est vraiment ça, moi, que je retiens de plus fort sur ces ateliers. C'est qu'on n'est pas en train de se positionner en tant que super sachant de tout ce qui peut se faire du marketing et du métier de nos clients et on ne sait pas quoi d'autre. On est là en tant qu'expert, effectivement, d'un métier avec beaucoup de réflexes, une vision très large de ce qu'on est capable d'apporter. Mais derrière, on est aussi là avec un processus et on est aussi garant du processus de ce qui se passe avec le client. Faire en sorte que lui aussi arrive à voir ce qu'on voit, ce qu'on pressent ou même que lui nous montre des choses qu'on n'arrivait pas à voir et qu'on arrive ensemble à avoir une vision claire de ce qu'on cherche à obtenir, quel que soit le sujet, que ce soit celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est celui d'acquisition, les ateliers d'acquisition, mais de se dire que voilà, avoir une bonne vision de ce que cherche à faire le client, comment il le fait pour passer à l'acquisition des offres de nos propres clients, c'est pas quelque chose d'inné. Et donc nous, on est garant de ce processus-là. Et une fois que ce processus est en place, eh bien tout coule de source. On rentre dans un autre processus où voilà, maintenant on a bien compris ce qu'il cherche à faire. Ça saute aux yeux ce qu'il y a à faire. Il n'y a même plus besoin de se poser la question qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a bien compris ce qu'il fait? Non, on sait, là, il y a un endroit qui fait mal. On n'est peut-être pas très bon sur le moment où le client il commence à se poser la question à comprendre son problème, mais il ne sait pas où aller. On n'est peut-être pas bon là-dedans, ou on est peut-être plutôt mauvais dans le moment où il sait exactement ce qu'il veut, mais on a du mal à signer à la fin. C'est peut-être là où on est mauvais. Et ça saute aux yeux à la sortie de ces ateliers et on rentre direct dans des modes d'action. Et du coup, on n'est plus simplement là pour, faire la messe chez le client. On est là chez le client pour le mettre en action et faire en sorte qu'il ressorte de l'atelier en se disant tiens, là, j'ai plein de choses à faire. Certaines de ces choses, je vais les sous-traiter, je vais passer par 1 minute 30, mais d'autres, il y a plein d'autres choses que je vais devoir faire moi. Et du coup, nous, en tant que consultants, on est là pour les aider à faire les deux. On est là pour les aider et à faire en sorte que eux bougent et restent dans le mouvement permanent, et faire en sorte que ce qu'on a nous à produire, on le produit super bien. Et du coup, on est vraiment dans un partenariat et plus dans une simple notion de
super experts qu'on paye je sais pas combien pour produire quelque chose. Bon, et à la fin, il y aura quelqu'un qui dira ouais, mais quelque chose, ça correspondait pas à ça, et hop, on est planté. On n'est pas là pour ça. Donc moi, c'est vraiment ça que je retiens de ces ateliers. C'est une démarche de vente qui est hyper intéressante parce que elle est, je trouve, hyper respectueuse du client en tant que tel. De se dire voilà, nous on vient sans tout savoir pour vous, et derrière, on apporte quelque chose de différent, et ça donne et de l'humilité, pardon, et de l'expertise des deux côtés. Et donc ça, voilà, moi j'adore cette dynamique-là, donc clairement inspirée du design thinking. On en reviendra un peu après comment ça se déroule, mais voilà, je vais laisser les autres aussi rebondir sur ce que je dis parce que là je suis parti dans un monologue justement. Moi, je veux bien prendre la parole et parler en tant qu'ex-consultante qui a travaillé dans des gros cabinets de conseil sur des missions de fidélisation, d'expérience client, d'acquisition client, et aussi en tant qu'ex-directrice marketing, donc qui était dans l'opérationnel. Moi, si je devais donner juste un mot à ces ateliers, c'est l'efficacité. Alors, l'efficacité pour essentiellement deux choses. Le fait, comme tu le disais, c'est qu'on gagne énormément de temps par rapport à une mission classique qui est je fais des états des lieux, j'interview, je triture les chiffres. Je dis pas qu'il faut pas le faire du tout, mais on gagne dans ces ateliers énormément de temps, quitte à approfondir des choses après. Et par rapport à toutes ces phases d'état des lieux qui peuvent durer 3 semaines à 1 mois, qui donnent lieu à des gros diagnostics, qui doivent être partagés et qui après vont donner lieu à des recommandations, ben, vous gagnez 3 semaines. Et un autre aspect de l'efficacité, et j'ai un client qui me le redisait hier, c'est vraiment l'engagement, l'alignement des équipes. C'est-à-dire que ce qui est très important quand on fait ce genre d'atelier, eh ben, c'est d'avoir des représentants des parties prenantes de l'acquisition client ou de l'expérience client ou de l'expérience collaborateur. Il faut avoir les bonnes parties prenantes, mais le fait qu'elles aient contribué elles-mêmes à dresser des plans d'action, à voir où étaient les priorités, eh bien, elles s'engagent. Et d'ailleurs, dans ces ateliers-là, on a toujours un moment à la fin où on leur demande quelles seront leurs contributions concrètes à mettre en œuvre les actions. Et ça, c'est extrêmement puissant également. Alors moi, je vais enchaîner parce que mon expérience, elle est un petit peu différente. Puisqu'en fait, moi, j'ai passé toute ma carrière en agence de communication et notamment, j'en ai dirigé plusieurs. Donc, je pense que, par exemple, les problématiques de positionnement et de marque, c'est des choses que je faisais de manière très intuitive, très spontanée. Et quand je suis devenue consultante il y a 2 ans maintenant, déjà moi j'ai vraiment apprécié l'encadrement d'1 minute 30 justement parce que ça m'a donné des process, des méthodes, un cadre pour peut-être mieux expliquer, mieux convaincre un client et lui dire que voilà, le conseil que je donnais, c'était pas quelque chose qui était comme ça sorti de ma tête et de mon intuition pure, mais que ça découlait de processus et de méthodes éprouvées. Donc je pense que pour des gens qui sont consultants comme certainement vous dans la salle, ces formations, elles sont précieuses parce qu'elles donnent un cadre qui est vraiment hyper efficace et je suis complètement d'accord avec toi Valérie sur le temps gagné et aussi ça permet de peut-être mieux se rendre compte de ce qu'on apporte au client parce qu'on lui explique les méthodes qui vont lui permettre d'arriver lui-même en co-création à aboutir à la solution qu'il cherche. Donc voilà, moi je dois dire que les formations 1 minute 30 m'ont énormément fait progresser dans mon travail de consultante et je suis passée de communicante à consultante et aujourd'hui je pense que ces ateliers qu'on propose, ces formations aux ateliers qu'on propose, elles sont vraiment hyper utiles pour que le client final, lui, comprenne la valeur qu'on lui apporte. Moi, je fais partie, ça fait des années, plus de 20 ans à peu près que je travaille comme consultante, 1 an et demi à peu près avec 1 minute 30, et c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois
au cours de ma carrière de travailler pour des grands groupes et avec cette approche, on fait des PowerPoint, on travaille beaucoup de notre côté, on présente, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer ensuite. Et la force de ces ateliers, alors je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez de dire tous les trois, et la force de ces ateliers, c'est que en fait, on est dans le concret, on est dans l'action. Et on enchaîne, il n'y a pas un atelier qui ne se termine pas par un plan d'action extrêmement précis. Et donc, on enchaîne et c'est aussi assez fluide d'enchaîner sur l'opérationnel derrière. L'opérationnel on peut accompagner, nous, en tant que consultant Minute 30, ou pas, d'ailleurs. Le client est assez autonome sur la suite. Mais ce côté être dans l'action et faire que les équipes soient impliquées dans le processus, c'est très fort. Moi, j'ai accompagné des ateliers où il y avait des équipes qui finalement s'étaient jamais rencontrées. Et là, elles se retrouvaient une journée à travailler sur un sujet qui les concernait toutes. Donc chacun avait quelque chose à apporter, un point de vue, une connaissance, une expérience que les autres ne partageaient pas forcément, et ça donnait forcément une réflexion beaucoup plus riche de le faire tous ensemble. D'un point de vue commercial, Bertrand, ça fait quoi de vendre des ateliers plutôt que de vendre des recos complètes? Je rejoins moi ce qui a été dit précédemment, ce que je retiens. Alors moi, effectivement, je vends ces ateliers-là, je ne les pratique pas. En revanche, je suis venu sur certains pour voir comment ça se passait en mode petite souris pour bien comprendre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette émulation collective, ce travail collectif qui est fait. Je crois que c'est toi, Chloé, qui disais, parfois les équipes ne se rencontraient pas précédemment. Et là, ils vont être tous ensemble pour construire et on va voir émerger certaines faiblesses sur lesquelles les collaborateurs vont s'ouvrir complètement. Je me souviens le fameux « on ne va pas se mentir », on sait que notre faiblesse, elle est ici, on va la travailler ensemble. Voilà pour mon avis sur les ateliers en eux-mêmes. Sur la commercialisation de ces ateliers, effectivement, c'est une première façon de travailler ensemble. Quand je présente une minute 30, je présente les ateliers comme une première façon de collaborer, de goûter un petit peu à une minute 30, de goûter au conseil et à l'animation par une minute 30. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble sur ces sujets-là, bien évidemment, nos clients ont envie de continuer à aller plus loin. On leur a fait des recommandations, on a vu ensemble un plan d'activation à la fin de l'atelier et ils ont envie de continuer la collaboration avec nous. Oui, moi c'est vraiment, et là j'en ai un peu parlé en introduction, mais pour moi c'est un point clé. Et je cherchais le nom du bouquin, c'est Win Without Pitching de Blair Haynes, qui est un Canadien qui a travaillé beaucoup sur l'aide à la vente en agence et qui, il le dit dans le titre de son manifeste, Win Without Pitching, c'est donc gagner sans faire de recos, sans trop investir en avant-vente, et donc en travaillant surtout sur la vente de méthodes et sur la vente de références en fait. Et si on réussit à avoir vendre toujours la même méthode, vendre des références de ce qu'on a fait pour d'autres clients, on évite l'investissement souvent à perte d'une reco faite sur mesure pour un client avec une chance sur 3, une chance sur 4, une chance sur 5 de gagner et donc 4 chances sur 5 de perdre. Et c'est ça qui, d'un point de vue efficacité commerciale et efficace, c'est d'éviter cette avant-vente et d'éviter ces coûts très importants d'avant-vente. On peut pas le faire à tous les coups, mais d'avoir mis en place des livres qui portent des méthodes qui amènent vers un point de départ qui est toujours similaire, donc l'atelier Acquisition Strategy Design pour les problématiques d'acquisition, l'atelier Customer Experience Redesign pour les problématiques d'expérience client, les ateliers off, les ateliers marque, les ateliers autour du marketing RH, structurer cette offre-là, avoir des méthodes établies qu'on s'est montré comme effectivement très efficaces, déjà pratiquées plusieurs fois avec des clients, donc répétitives, qui produisent des résultats, c'est une vraie bonne façon d'éviter la compète. Et moi, c'est pour ça que
qu'on investit beaucoup de temps cette année, entre autres parce qu'il y a un peu moins d'activité avec la Covid, qu'on investit beaucoup de temps à faire ces livres, à poser ces méthodes, c'est que ça doit constituer un socle méthodologique, un socle structurel pour que nous, 1 minute 30, mais vous aussi dans vos pratiques, vous puissiez directement sauter l'étape de l'avant-vente et de cet investissement pour dire on s'appuie sur des méthodes structurées, on s'appuie sur des mécaniques d'atelier hyper efficaces, co-créatives, inclusives, qui font que tout le monde se met en mouvement pour co-construire ensemble un plan d'action et derrière pouvoir faire une revente. Et moi, c'est vraiment ça sur ce à quoi je tiens en tant que patron d'agence, avec cette vision de vouloir développer mon agence, de réduire mes coûts commerciaux et mes coûts d'acquisition et de pouvoir vendre plus avec vous, les consultants 1 minute 30, pour vous, les consultants indépendants et pour ceux qui pourraient nous rejoindre aussi. Le sujet, c'est de se dire comment, dans un métier où la compétition coûte horriblement cher et détruit de la valeur, on évite ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire il y a 2 ans quand j'ai changé l'organisation. Je sais pas si dans la salle, il y a des gens qui étaient au webinaire de lancement d'il y a 2 ans et demi de notre nouvelle organisation quand j'ai sorti le livre « Croître ou mourir, il faut choisir ». Je ne pense pas, il y avait Virginie il y a pas longtemps qui était là, mais qui n'est plus avec nous, Virginie Vivier. Mais il y avait cette vraie volonté de quitter ce monde de la compétition destructrice de valeur. Julia, toi qui connais bien cette compétition, je suis sûr que tu as des choses à dire. Oui, c'est vrai que la compétition, elle est usante pour une agence parce que finalement, on mobilise toujours toutes les forces, les meilleures de l'agence pour pouvoir gagner, ce qui fait que on les enlève des comptes clients existants. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect financier que tu évoquais à l'instant, il y a aussi l'aspect destructeur de qualité pour les clients. C'est-à-dire que un annonceur qui est suivi par une agence quelle qu'elle soit ou par un consultant, finalement elle se voit dépossédée de sa valeur de conseil parce que on met les forces vives, la matière grise sur les compétitions. Donc c'est vrai qu'une agence elle passe finalement plus de temps à essayer de remporter des compétitions et elle moins d'énergie à satisfaire ses clients acquis. Et c'est un des points aussi néfastes de ce marché de compétition. Je pose des questions à la salle, moi, en ce moment, à travers le chat, pour savoir qui est consultant indépendant et comment vous faites votre première vente. Moi, c'est un peu ça la question, c'est comment vous allez vous approcher de vos clients, qu'est-ce que vous leur proposez, est-ce que vous vivez ce que je partage sur cette notion de coût de l'avant-vente. Ça m'intéresse d'avoir vos retours dans la salle. Ludovic nous dit qu'il a fait sa première vente à son ancienne agence et à son réseau. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis Valérie, Christophe, Chloé, Bertrand, si vous avez des choses à ajouter sur ces points-là. Moi, j'en ai un parce que j'étais encore du côté direction marketing il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que en tant que directeur marketing, j'ai travaillé avec des agences, je les ai consultées et c'est vrai que déjà j'avais ce réflexe de me dire tiens, faisons bosser les agences pour que déjà elles nous donnent plein d'idées, donc entre guillemets bosser gratos, qui nous donnent plein d'idées et nous aident un peu à faire du conseil rien que dans l'avant-vente. Et dans les faits, je ressortais avec ça en essayant de choisir celui qui avait à peu près le mieux compris mon problème, mais à peu près, en sachant que j'essaie de voir s'il a une capacité à demain être encore plus proche de ce qu'on demandait, etc. Mais au final, je me retrouvais dans une situation où j'avais pas tellement confiance dans les partenaires avec qui je bossais, et cette confiance, il fallait la construire à moyen long terme. Non pas dans une confiance de est-ce qu'ils connaissent leur métier ou pas, mais plutôt dans une confiance du est-ce qu'ils vont savoir s'adapter à nous. Et c'est vrai que là, maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière,
En fait, j'ai pas envie de faire ce que j'aimais pas déjà, enfin ce que je trouvais pas efficace à l'époque où c'était moi qui demandais. C'est-à-dire, en gros, moi, si demain je suis face à un client, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus vite possible au cœur de son problème. Et être au cœur de son problème, ça passe forcément par une phase d'échange renforcée. Et du coup, je me dis vraiment que le truc, le Graal à obtenir dans cette phase d'avant-vente, c'est d'avoir cette confiance avec le client que par le processus, on va y arriver et on fait des choses intelligentes ensemble. C'est vraiment ça que quand Bertrand m'appelle en me disant tiens, il y a ce client à aller voir, on te pressent toi sur cette mission-là, etc. C'est vraiment ça que j'essaye de faire, c'est de mettre le client dans une relation où on essaie de comprendre ensemble son problème et on lui propose un dispositif pour répondre à son problème en sachant qu'on n'aura pas les réponses tout de suite, mais on les cherchera ensemble. Et ça ira très vite parce qu'on se met très vite en action, parce qu'on a des méthodes de design thinking, parce qu'on va aligner très vite les équipes chez eux en interne, mais pas perdre du temps à essayer de jouer aux devinettes dans une sorte d'avant-vente où voilà, je sors ma boule de cristal, bon, je connais un peu ce secteur-là, j'ai quelques amis qui sont dedans, je vais poser des questions, etc. C'est pas ça, quoi. Le but, c'est pas de ressortir des recettes toutes cuites, quoi. C'est de construire la recette qui va bien au client derrière. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis très heureux d'être sorti de cette, même n'avoir jamais eu à rentrer dans une démarche où on essaye de jouer à la voyante. Je trouve ça important ce que tu dis parce que on n'est pas, en fait, proposer ces ateliers, c'est aussi une façon de changer les règles du jeu. Et c'est une façon de sortir de ce jeu qui finalement est gagnant pour personne. Enfin, ça peut paraître l'être, mais ce que tu dis, c'est que de l'autre côté, c'est-à-dire de celui du client, finalement, eh ben, il reste beaucoup à faire, à construire cette relation de confiance, à s'impliquer. Enfin, est-ce que c'est si gagnant que ça, cette espèce de façon de mettre les agences en compétition? On peut se permettre d'en douter. En tout cas, de notre côté, ouais, c'est ça. Quand on propose ces ateliers, je trouve qu'on change les règles du jeu. Du coup, on se démarque d'une certaine façon. Et puis aussi, juste, mon idée s'en va, mais oui, voilà. Je me posais la question, est-ce que c'est une démarche qui convient à n'importe quel type de client? Alors que ça convienne à n'importe quelle taille d'entreprise, à n'importe quel secteur, j'en ai aucun doute. Après, quand un prospect est pas forcément super convaincu par cette approche de collaboration, de co-construction, par cette approche un peu différente, pourquoi pas? Mais je me dis, ok, enfin, j'ai pu peut-être ne pas bien le vendre, cette méthode, mais je me dis aussi, ok, donc lui, il est plutôt dans cette approche faire bosser les agences et puis voir ce qu'il en sort. Et donc, comme moi, ça me convient pas, ben voilà, je passe mon chemin. C'est une façon de faire le tri aussi, de la qualité de la relation future, en fait. Je suis d'accord. Je sais pas si je suis claire, mais. Enfin, en tout cas, je vais approfondir un peu ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde, je dirais. Les clients, enfin prospects, je pense, qui apprécient notre démarche et qui l'achètent, sont des prospects qui se sont rendus compte qu'il fallait, je dirais, aligner l'entreprise et faire un esprit d'engagement et d'émulation entre différentes fonctions pour aboutir à quelque chose. Et c'est plus le marketing ou la com qui tout seul choisit une agence qui va faire, je dirais pas en suspension, hein, excusez-moi si j'offusque certaines personnes, mais qui vont faire un peu des recos, mais sans savoir ce qui se passe. En fait, quels sont les enjeux du terrain, les enjeux des opérations, les enjeux des parties prenantes à la problématique. Et effectivement, on voit qu'on arrive à faire la différence souvent auprès d'entreprises qui sont déjà mûres, qui ont déjà testé d'autres approches ou qui ont testé, qui ont travaillé avec des agences et qui se sont rendus compte que au niveau marketing ou com, elles étaient des fois un peu seules finalement et qu'elles n'arrivaient pas à travailler correctement avec les ventes, par exemple. Donc, ce qu'on appelle en anglais le cultural fit, mais c'est ça, il faut qu'il y ait à un moment un fit entre ce que recherchent nos clients, nos futurs clients, et notre démarche. Et par contre, encore, je réagis en tant qu'ancienne consultante, j'en fais plus de 15 ans dans des gros cabinets. Nous, ce qu'on vend, c'est une démarche qui apporte des résultats concrets très vite.
Moi, je voudrais revenir sur cette idée de compétition destructrice de valeur et cette idée de conseil gratuit contre laquelle tu essayes de lutter désormais, Christophe. Et c'est vrai que c'est un gros sujet qu'on a avec Gabriel et Eric au sein de l'équipe 1 minute 30. Nous, en fait, on a décidé de renverser le rapport client-fournisseur en faisant en sorte que le premier rendez-vous que l'on a avec un prospect, avec un membre de la communauté, ça soit un moment où l'objectif est de définir si on est fait pour aller ensemble. Quand on commence à discuter avec nos interlocuteurs, on n'essaie pas de résoudre leurs problèmes. On essaie de voir si on peut matcher ensemble, si on a défini un certain nombre de critères pour voir si nos organisations peuvent bien fonctionner ensemble. Or, il y a le critère d'une relation durable, il y a le critère de nos process, il y a un certain nombre de critères comme ça. On va évaluer avec eux si tous les voyants sont ouverts de part et d'autre, par rapport à leurs critères, par rapport à nos critères, pour voir si la relation peut se faire. Il y a vraiment cette idée de matching qui est hyper importante dans la relation entre le consultant et son client. Mais c'est le consultant doit pouvoir dire à un moment, ça me convient pas. Et si ça ne convient pas, si tout n'est pas aligné, ce n'est pas la peine de faire du conseil, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce que je veux dire par là, s'il y a un moment où vous devez avoir cette fameuse casquette de vendeur de conseil, et à partir du moment où votre conseil est acheté, là, vous prenez votre casquette de faiseur de conseil. Et il y a une vraie différence entre les deux. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est ça dont on parlera tout à l'heure. Ouais, je suis encore en train de gérer d'animer avec la salle. Moi, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de la première partie que je voulais faire sur le pourquoi de ces ateliers et le pourquoi de cette vision des formations qu'on vous propose. Et si vous avez des questions sur ce point-là, si vous avez des doutes, des interrogations, n'hésitez pas. Sinon, on va commencer à vous présenter les différentes formations qu'on a construites, j'allais dire imaginer, non, on les a construites et on a passé pas mal de temps à les construire. Est-ce que Julia, Christophe, Valérie, Chloé, Bertrand, vous avez encore des éléments à rajouter sur cette première partie, un peu sur le pourquoi, ou est-ce que je viens présenter les premières animations d'ateliers plus orientées marketing? C'est bon pour moi. Oui, moi, je crois qu'on a dit l'essentiel pour moi. Dans la salle, pas de questions particulières. Je viens présenter, je vais faire le partage d'écran alors. Hop. Et logiquement, vous devez voir mon écran. Je partage mon écran. Je vais enlever le petit truc qui dit que je partage mon écran. Hop. Ah, j'ai raté. En enlevant le petit truc, j'ai arrêté le partage. C'est à cet endroit que je dois l'enlever. Jérémy, si tu peux, vous voyez l'URL de cette page-là, 1 minute 30 formation animation d'atelier marketing, et Jérémy va peut-être pouvoir la mettre aussi dans le chat. Comme ça, vous pouvez suivre de votre côté. Là, on a 5 ateliers qu'on a construits pour le marketing. Donc, c'est bien sûr l'atelier Acquisition Strategy Design qui est dans le livre qu'on a sorti. Il y a 3 autres livres qui sont en préparation avec Valérie, avec Chloé et avec Nicolas, qui vont aussi poser des méthodes. J'espère qu'on en fera un 4e sur les sujets de l'offre et de la marque, mais là-dessus, on a quand même déjà des choses qui ont été bien établies. Mais on s'appuie à chaque fois sur des méthodes. On s'appuie, quand c'est pas nos propres méthodes, on va s'appuyer sur celles que vous connaissez bien, comme Value Proposition Design d'Osterwalder. Donc voilà, on est toujours sur des démarches structurées. On s'est beaucoup inspiré de ce que faisait Osterwalder pour construire nos ateliers, parce que ça a ce côté facile, appuyé sur le design thinking, etc. Je vais vous dérouler ce que sont ces formations. Donc, comme je vous le disais, sur le marketing, 5 méthodes d'atelier co-créatifs inspirées du design thinking. C'est des méthodes éprouvées qui s'appuient à chaque fois sur des livres ou sur des démarches très structurées et découpées pour que on applique la même méthodologie, qu'on rate rien et que tout le travail et tout le process soit découpé. Et on arrive à chaque fois, et c'est ce que tu disais, je crois, Valérie, à des plans d'action très opérationnels.
co-construit avec les clients et qui amène à l'action suivante. Ça amène à la revente ou ça pousse à l'action suivante. Là, je parle en tant que patron d'agence. Moi, ce qui peut m'intéresser derrière un atelier, c'est d'être en capacité de vendre un programme après avoir vendu ce premier atelier. Et donc, par rapport à ce que je disais sur la réduction du coût de l'avant-vente, l'avantage, c'est que oui, on réduit le coût de l'avant-vente de plusieurs façons. On travaille moins en avant-vente, mais aussi on gagne plus souvent parce que c'est plus facile de vendre un atelier à 5 000 ou à 10 000 que de vendre une reco à 50 000. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et que derrière un atelier, on est en capacité, derrière un atelier, il n'y a pas toujours une revente, mais quand il y a une revente, elle est souvent plus importante que ce qu'aurait été la vente initiale. Donc on est triplement gagnant à réussir à mettre en place une vente d'atelier. Tu as quelque chose à dire, Christophe? Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur les plans opérationnels qu'on va vendre derrière, ils sont d'ordre très différents. On peut vendre des plans qui vont être des plans de production de contenu. On peut créer des plans opérationnels pour faire bouger tel et tel aspect par ailleurs, mais on peut aussi vendre du conseil si on veut aider les structures à évoluer. Et donc, c'est un très bon. Tous ces ateliers sont des très bons outils aussi pour voir où sont les problèmes organisationnels derrière et donc de vendre aussi d'autres choses que simplement vendre. Tiens, ben voilà, on va faire tel livre blanc, on va faire un peu de SEO, on va faire ça. Non, on peut vraiment vendre suivant ses spécialités et suivant ce qu'on a là où on a envie d'accompagner le client, on peut l'accompagner sur plein d'aspects différents. Moi, j'ai des clients que j'accompagne beaucoup sur l'alignement sales marketing. On est vraiment dans des approches de quels outils mettre en place, comment faire bouger l'organisation dans ce sens-là. Mais ça peut aller encore beaucoup plus loin. Hein. On peut vraiment toucher à plein d'aspects très différents. Et du coup, ne s'ouvrir des portes d'un côté et se dire, ben voilà, derrière, sans le plan d'action, certains trucs vont être faits par nous, d'autres par d'autres, et d'autres vont encore être faits en interne directement. Et on a un plan très large qui est possible. Tout à fait. Et d'ailleurs, un atelier peut amener à la vente d'un autre atelier. On peut se rendre compte dans un atelier Acquisition Strategy Design, par exemple, que avant de pouvoir se lancer dans une vraie stratégie d'acquisition, il fallait clarifier le positionnement et donc revenir à la marque. Et à l'issue d'un atelier acquisition, faire un atelier marque pour pouvoir mettre en œuvre complètement le programme d'acquisition, ou dans l'autre sens, faire un atelier offre. Enfin, on a rencontré tous ces cas de figure. Donc, vous allez adorer ces formations parce que vous souhaitez déployer des méthodes très efficaces pour construire pas à pas vos plans d'acquisition, faciliter des groupes pour les aligner autour d'objectifs communs. Ça, c'est vraiment une des clés. Vous l'avez beaucoup évoqué. C'est que de mettre les gens ensemble et d'utiliser ces méthodes pour travailler ensemble, ben, on passe beaucoup plus vite à l'action. On évite, tu parlais de nombre de semaines gagnées, on évite plein de semaines et plein d'allers-retours parce que tout le monde a co-construit et donc tout le monde partage le même constat et a pris la décision en même temps pendant l'atelier. Ça, c'est super intéressant, surtout quand il y a les patrons ou les différents responsables. Ben, on est en capacité de passer tout de suite à l'action suivante et développer, ben, ça on a pas mal évoqué, le côté activité de conseil rémunérateur, développer une activité de conseil à forte valeur ajoutée. Je me plante d'écran pour faire scroller le truc. Vous retrouvez nos consultants qui ici présents qui ont adoré la formation. Donc ça, je vous laisserai lire ensemble. Et il y a un petit bug. Découvrez nos 6 formations. Non, c'est 5 parce que on a changé quelque chose. Donc découvrez nos 5 formations à l'animation d'ateliers marketing co-créatif. Le premier qu'on a mis en avant, c'est celui sur l'offre. Je laisse le présenter, Christophe. Oui, merci Gabriel. Donc l'atelier offre, il a un objectif, enfin il a même plusieurs objectifs, hein, mais l'idée c'est d'aider à amener l'entreprise à mieux parler de son offre, tout simplement d'avoir un discours d'offre très clair. J'avais un client ce matin parce que juste avant de venir, j'avais une petite demi-heure où on faisait une revue d'une fin d'atelier. Il me disait, tiens, j'ai présenté ce qu'on a sorti de l'atelier là. C'était d'une limpidité pour la personne en face. Et moi, je lui ai fait merci. J'adore quand on me dit ça. Et donc, c'était mon petit bonheur du jour. Mais c'est vraiment ça l'objectif de l'atelier, c'est de réunir tous ceux qui parlent de l'offre, qui construisent l'offre, qui tournent autour de l'offre. On utilise dans un premier temps la méthodologie classique du Value Proposition Canva
qui permet déjà de faire de la divergence pour bien comprendre ce que cherche à faire le client et de la convergence pour voir comment on arrive avec des éléments de positionnement rapidement à poser des choses. Mais le but, c'est de pas s'arrêter là. On a rajouté un autre outil derrière ce premier outil pour rendre ça opérationnel, parce que toujours dans les principes design thinking, on se construit une vision commune dans un premier temps, et une fois qu'on a bien construit cette vision, qu'on a convergé vers cette vision, on met en œuvre tout de suite, on applique tout de suite et on rentre dans le concret. Et donc, on a rajouté derrière cette méthodologie un outil qu'on appelle la matrice de messages. En anglais, on peut le retrouver sous le nom de Message House. Après, il y a plein de modèles différents. Mais l'idée, c'est que en une page, on arrive à avoir une vision hyper claire, hyper concrète des éléments de discours à mettre en œuvre, et que cette page-là va servir de base pour réécrire la présentation PowerPoint, réécrire une fiche produit, réécrire un descriptif sur un site web, ou n'importe quel élément qui va servir d'aide à la vente à un moment ou un autre sur l'offre. Et on rentre donc du coup dans de l'hyper opérationnel, et de l'hyper opérationnel qui en plus peut nécessiter un petit suivi, parce que le but, c'est qu'ils commencent à travailler sur cette matrice de messages, ils vont avoir des messages clés, ils vont faire un premier jet, ils vont les tester, ils vont réitérer dessus. Et donc derrière, il y a aussi tout un petit accompagnement potentiellement qu'on peut apporter en disant, voilà, vous avez votre premier jet, et vous pouvez continuer à le travailler, et après, on va vous accompagner aussi à le déployer, et on va vous accompagner à faire en sorte qu'en interne, ce soit bien connu. Donc, il y a plein de choses à faire derrière ça. Mais on sort déjà avec cet atelier, avec du concret, et non pas comme le Value Proposition Canva seul le fait. Il donne des grands concepts, des grandes lignes, il offre la synthèse, mais il offre pas la mise en pratique. Et donc, on a mélangé deux outils pour faire un truc qui, sur une journée, tient bien la route et opérationnel derrière. Alors ça, c'est la magie du digital, j'arrête pas de le dire à mes clients, c'est qu'on a le droit à l'erreur sur le digital. Vous avez vu que magiquement, on est passé à 5 formations et non plus 6. Donc c'est parfait. Donc il faut pas, et ça rejoint une de mes clés de mes philosophies dans le digital, c'est better done than perfect. Il faut faire et pas trop réfléchir. On n'est pas comme dans le print où à chaque fois qu'on a fait une erreur, il faut mettre au pilon un paquet de papier. Là, ça se corrige tout de suite, donc on peut avancer rapidement. Julia, l'atelier Marc. Oui, alors l'atelier Marc, il concerne une méthodologie d'animation, d'accompagnement pour trouver un positionnement et travailler la marque singulière. Il y a énormément de vos clients, certainement, qui se posent des questions sur leur positionnement, soit parce qu'ils l'ont pas du tout travaillé avant de se lancer, soit parce qu'ils l'ont fait, mais il y a très longtemps et ils l'ont plus questionné, soit parce que ce positionnement, il n'est plus distinctif. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que la marque aujourd'hui, elle trouve pas comment s'exprimer, quoi mettre en avant pour se distinguer et être préféré à ses concurrents. Donc cet atelier, il est vraiment imaginé pour ça, et il va un peu au-delà même il va bien au-delà des méthodologies classiques de loneliness statement ou on va travailler la vision, l'ambition, la mission, le positionnement, les valeurs. On va travailler tout ça, mais on va les confronter aussi à des choses qui ont beaucoup bougé quand même depuis des années, et notamment depuis l'arrivée du digital, c'est-à-dire que ce qui rend aujourd'hui une marque singulière, ça peut être l'expérience qu'elle propose à ses clients, ça va être la manière dont elle va communiquer, comment elle va prouver ses valeurs, puisque quand on travaille des valeurs, par exemple, où sa raison d'être, c'est pas seulement l'écrire et puis voilà, et puis l'oublier, c'est l'écrire, déjà le trouver, l'écrire, et surtout voir comment concrètement la marque va engager des actions pour faire vivre ce positionnement, faire vivre l'expression de sa raison d'être ou de ses valeurs. Donc cet atelier, il va travailler avec des méthodologies de brainstorming, de maïeutique, inspiré également du design thinking, mais on va aussi questionner avec des matrices, justement, noter, essayer d'évaluer l'expérience que la marque propose avec ses clients finaux,
Ça va être également suivi d'un plan d'action très concret où on va, en fonction des axes stratégiques qu'on va mettre sur la table, essayer de confronter ces axes avec un plan d'action concret et réel. Merci beaucoup. Je vais vous parler rapidement de l'atelier Acquisition Strategy Design. On a fait un livre sur le sujet, sur les autres sujets, des livres vont sortir. Là, l'idée de ces formations, c'est pas de vous faire vivre un atelier, c'est de vous aider, de vous donner les outils pour animer un atelier en appliquant nos méthodes. Donc ça, Christophe va vous présenter après tous les boards Miro qu'on a préparés pour vous aider à animer ces ateliers, comment nous on les anime, avec quel déroulé, avec quels outils, comment on met en perspective les clients les uns par rapport aux autres, comment on met en application les canevas et les méthodes qu'on utilise. Ces formations sont vraiment pratiques pour que vous puissiez être en mesure d'animer des ateliers que vous auriez vendus à vos clients, ou le cas échéant, si on se met à travailler ensemble, d'animer un atelier 1 minute 30 vendu par 1 minute 30. Donc vous avez toutes les clés, tous les outils pour être capable de mener ces ateliers. Et autour de l'acquisition strategy design, ça veut dire faire en sorte que de faire participer les clients dans la construction du canevas d'acquisition, de formaliser avec eux leur parcours d'achat, de les faire réfléchir à la matrice d'acquisition, à toutes les actions d'acquisition qu'ils peuvent mettre en place, et puis de converger ensemble sur un plan d'acquisition. La marque un peu de fabrique de tous ces ateliers, c'est qu'on suit le double diamant dont on parle dans le livre Acquisition Strategy Design, c'est qu'on va avoir toujours une succession de phases de divergence où on réfléchit, on phosphore, on ouvre les chakras, on think out of the box, tout en donnant un cadre pour cette réflexion-là, puis une phase de convergence sur une première vision commune, et puis après de nouveau de la divergence autour de cette vision sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, et une phase de convergence sur le plan d'action. Ça, on va dire, et c'est un peu la marque de fabrique qui réunit tous les ateliers qu'on a construits et qu'on vous propose d'apprendre à animer. Je te passe la parole. Non, je vais continuer à prendre la parole parce que Nicolas n'est pas là avec nous. C'est l'atelier Journey Best Selling. C'est une méthode qu'on vous a pas encore présentée, mais qui en passe d'être finie. On va bientôt faire un webinaire dessus. C'est autour des processus de vente. Ça rejoint ce que disait Bertrand sur la manière dont on inverse la vente, dont on travaille sur la qualification, sur la proposition et sur le closing. Là, on s'inscrit donc dans le prolongement de l'acquisition strategy design à un moment où le client rentre en contact avec un commercial, quand c'est le cas en B2B ou même en B2C, mais quand on rentre dans une vente physique, et comment on travaille ce processus de vente pour qu'il soit beaucoup plus structuré qu'il ne l'est généralement dans une entreprise. Et on va aider à construire les process, aider à construire les bons outils pour étayer ce process avec les bonnes conversations, les bons storytelling, les bons documents de référence, les bons contenus, etc. Mais aussi les bonnes questions de qualification, les bonnes étapes à faire passer ou à pas passer. Ça, je voulais le dire tout à l'heure, mais effectivement, et vous l'avez dit, dans une vente agence, mais dans une vente B2B, il s'agit pas de vendre à tous les clients. Il s'agit de vendre aux clients avec qui on va bien s'entendre. Donc, il s'agit non pas d'essayer à tout prix d'obtenir un oui du client, mais d'être dans un rapport d'égal à égal où c'est les deux parties qui disent oui et qui ont envie de travailler ensemble. Journey-based selling, c'est une méthode pour bien construire ça, et c'est une méthode qu'on s'applique et dont Bertrand vous avait un peu parlé chez nous pour améliorer notre processus de vente. Donc là-dessus aussi, on est en train d'écrire un livre et on a une méthode structurée qu'on veut vous faire partager. À toi, cette fois-ci, Valérie, sur Customer Experience Redesign, qui est aussi un livre en cours de rédaction. Alors, Customer Experience Redesign, c'est travailler à améliorer son expérience client, comme vous avez pu le deviner. Alors, pour qui est fait, je dirais, cet atelier et puis cette méthode, eh bien, ce sont pour des consultants qui ont des clients eux-mêmes, qui sont convaincus qu'une des clés de la croissance,
c'est d'offrir une expérience réussie aux clients. Et qui sont convaincus aussi que offrir une expérience réussie aux clients, c'est mieux les comprendre et mieux comprendre aussi les clients qu'on veut fidéliser. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera dans les formations à l'atelier et dans le livre que nous sommes en train d'écrire. C'est qu'il faut choisir. On choisit les clients que l'on veut fidéliser. Et nous, on croit parce qu'on peut pas investir pour tous les clients. Il y aura toujours des clients qui chercheront le prix minimum, qui seront insatisfaits. Mais on pense que si on délivre une expérience client réussie aux clients qu'on veut fidéliser, et bien par la stratégie, on va dire la théorie du ruissellement, eh bien on rendra satisfait d'autres clients. Donc c'est pour ces gens les consultants qui sont convaincus que l'expérience client est indispensable. C'est aussi pour des consultants qui sont convaincus qu'il faut aligner les différentes fonctions de l'entreprise pour délivrer une expérience client réussie. L'expérience client, j'allais dire, c'est trop précieux pour n'être que dans la cour du marketing et de la communication, voire des ventes. Bien sûr, il faut impliquer le service client et bien sûr, il faut impliquer ce qu'on appelle les opérations. Tout dépend de l'activité de l'entreprise. Je pense par exemple à la logistique de livraison quand vous êtes dans le e-commerce ou dans les services d'installation quand vous vendez des produits à vente un peu plus complexes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis c'est aussi pour les consultants et les entreprises qui sont convaincus qu'il faut mettre un plan d'action rapide, efficace et qui engage toutes les composantes, les parties prenantes de l'entreprise. Donc on a une méthode qui s'est inspirée d'Acquisition Strategy Design, mais qui est bien sûr adaptée à l'expérience client. Et d'abord, on veut mieux comprendre les clients qu'on veut fidéliser. Et donc là, on a tout un set de questions qu'on posera pour mieux comprendre le comportement, les besoins et les attentes de ces clients. Ensuite, on travaillera sur ce qu'on appelle la matrice d'enchantement, c'est-à-dire que comment, avant d'ailleurs, sur un diagnostic qui vise à identifier les moments clés de vérité. Ce qu'on appelle les moments clés de vérité, c'est les moments d'interaction entre le client et la marque qui forgent son ressenti positif ou négatif par rapport à la marque, à l'entreprise. Et donc, dans ces moments clés, on verra lesquels sont importants à traiter par l'entreprise parce qu'ils sont mal traités par l'entreprise. Et on aura un faisceau de questions aussi pour les identifier, notamment des KPI, notamment des verbatim clients, des émotions clients. Et ensuite, on travaillera justement ce qu'on appelle la matrice d'enchantement. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, pour ces moments clés de vérité, susciter des émotions positives, des émotions qui fera que le client voudra rester avec notre marque plutôt qu'aller vers une autre marque. Et bien sûr, travailler le plan d'action. Merci beaucoup Valérie. Vous l'avez compris, donc à chaque fois, il y a l'atelier qui est proposé à nos clients 1 minute 30 entreprises ou à vos clients que vous pourrez vendre et que vous pouvez déjà vendre parce que si le livre vous suffit, vous pouvez vous appuyer sur le livre pour mener vos ateliers. Là, la formation va vous donner des outils en plus. Donc, il y a l'atelier pour les clients et il y a les formations à l'animation de ces ateliers. Et c'est de ça dont on parle. Alors, sur les aspects, un peu comment c'est organisé, chaque formation se fait sur une durée de 2 jours. Donc, le double du temps d'un atelier normal parce qu'à la fois, on va jouer sur un atelier fictif et à la fois, on va prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait tel exercice et on va faire l'exercice et puis après, on va avoir une phase de retour d'expérience sur qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exercice, comment il a été utile, etc. C'est pour ça que pour chaque atelier d'1 jour, on a une formation à l'animation d'atelier de 2 jours. Et puis, vu qu'on vous a proposé 5 différents ateliers, on a des packages dégressifs selon le nombre
de formation à l'animation d'atelier que vous preniez. Si vous en prenez un seul parmi les 5, c'est 2 jours de formation, 1 900 €. Si vous en prenez 2, c'est 4 jours de formation à 3 500 €. 3, c'est 6 jours à 4 900 €. Vous voyez qu'il y a une vraie dégressivité. 6 002 pour 8 jours et 10 jours à 7 002. Donc, on n'a plus qu'à 720 € la journée. Tout ça, tous ces ateliers sont éligibles aux différents dispositifs de formation. Donc, si vous êtes en entreprise, ça peut passer par votre OPCO, être pris en charge par le FNE. Et si vous n'êtes pas en entreprise, vous pouvez aussi vous appuyer sur le CPF pour financer ça, vu qu'on est aussi éligible au CPF. Voici pour les aspects financiers de cette formation. Je vous laisserai lire les FAQ par la suite et je te passe la parole, Chloé, pour parler de nos 3 ateliers autour du marketing RH. Je vais arrêter le partage de mon côté pour que tu puisses le reprendre du tien. Ok. Un instant. Hop. Et je partage dans le chat, j'ai mis le lien de la page formation des animations d'ateliers marketing RH. Et effectivement, on avait prévenu, ce webinaire est un peu plus long que les autres, on tient un peu plus que l'heure, mais on a beaucoup de choses à dire. Et il y aura un accès au replay après si vous le souhaitez, mais restez si vous pouvez, c'est quand même mieux de pouvoir nous poser des questions en direct. Ok, vous voyez mon écran là? Parfaitement. C'est bon? Ok, donc on a à côté de ces 5 ateliers marketing et offre, on a construit des ateliers spécifiquement orientés vers le marketing RH. Il nous a semblé intéressant aujourd'hui où les métiers des RH se transforment profondément et notamment sont pas mal influencés par les méthodes marketing et les reprennent en grande partie. Il nous a semblé intéressant de construire des ateliers qui pouvaient répondre aux principales problématiques que rencontrent les RH aujourd'hui. Alors pourquoi le marketing s'applique si bien au RH? Parce que finalement, quand on y regarde d'un peu près, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que finalement, entre s'adresser à des clients et s'adresser à des collaborateurs, il y a un certain nombre de similitudes, même si bien sûr c'est pas la même chose, mais finalement les RH sont quelque part amenés à vendre une entreprise, à vendre un employeur, à vendre l'entreprise en tant qu'employeur à des collaborateurs ou des futurs collaborateurs. Donc il y a des similitudes et du coup on a créé 3 formations qui permettent d'aborder 3 problématiques principales finalement des RH, que sont la marque employeur, le recrutement et l'expérience collaborateur. Ces 3 ateliers, ils sont formés de la même façon que les ateliers qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur une démarche de divergence, puis convergence, divergence, puis convergence. Et on utilise le même type de méthode, on s'appuie sur des canevas, on reprend des méthodes éprouvées. Alors, premier atelier, c'est sur la marque employeur. La marque employeur, ça ressemble un peu à la marque corporate ou à la marque commerciale, mais c'est pas exactement ça. La marque employeur, c'est tout ce qu'une marque communique sous sa casquette d'employeur ou sous sa casquette RH, si on veut. Donc, cet atelier, il permet de répondre aux questionnements des clients qui se disent moi, j'ai besoin de communiquer sur ma politique RH, j'ai besoin de communiquer sur ce que c'est que travailler chez moi, mais en fait, on s'est jamais posé la question de notre positionnement employeur, de notre finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière notre marque employeur? Comment est-ce qu'on peut la faire exister? Quels seraient nos messages clés? Quelles sont nos valeurs? Donc, c'est un travail qui ressemble à celui, encore une fois, autour de la marque, mais
mais qui n'est pas exactement celui-là. En tout cas, l'atelier et la construction de l'atelier s'inspirent largement de l'atelier sur la marque. Et ce qu'on fait en 4 temps, on explore de façon très concrète à partir d'un canevas d'un canevas qui est divisé en 3 grandes sections. On explore ce que c'est que l'identité employeur aujourd'hui de l'entreprise, du client. En partant du factuel, qu'est-ce que l'entreprise propose en termes de bénéfices, de compensation, en termes de carrière, etc. Donc tout ce qui est factuel. On va aller aussi creuser ce qu'on appelle l'attendu. Qu'est-ce qu'attendent les personnes qui viennent travailler chez nous? Pourquoi elles restent? Et quand elles partent, pour quelles raisons elles partent? Et puis, le dernier volet de la matrice qui permet d'explorer l'identité employeur, c'est tout ce qui tourne autour on appelle ça le vécu, ou plutôt la culture d'entreprise. Et donc là, on va explorer à fond quels sont les styles de management, comment on se comporte dans la vie quotidienne, quelles sont nos valeurs en tant qu'entreprise, comment on communique à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est la phase de divergence. Quand on a bien exploré tout ça, on fait converger en travaillant en séance la rédaction de ce qu'on appelle l'Employee Value Proposition, l'EVP ou la promesse employeur. Donc on a un outil qui permet en un temps relativement court en fait, d'arriver à avoir une expression, donc en on va dire une dizaine de lignes maximum, grand max une page, l'expression du positionnement employeur. Et qui sera bien sûr retravaillé par la suite par le consultant qui anime l'atelier, parce qu'on arrive à une expression, on a les éléments clés, c'est pas forcément super bien formulé parce qu'on n'a pas le temps, mais donc la formulation sera retravaillée ailleurs. Quand on a cette EVP, on a vraiment le cœur de la marque employeur. C'est-à-dire que on sait ce qu'on a à dire, on a les messages clés, on sait ce qui nous différencie de la concurrence, des recruteurs concurrents, et on sait pour quelles raisons en fait on va nous choisir. Et puis la deuxième partie de l'atelier, à nouveau divergence et convergence, on va travailler, comme on l'a dit, sur un plan d'action. Premièrement, on va aller gratter avec encore une autre matrice sur qu'est-ce qu'on a à faire pour aligner notre communication RH actuelle sur notre marque employeur nouvellement générée, donc sur l'EVP qu'on vient d'écrire ensemble. Et on arrive à la fin dans la phase de convergence sur un plan d'action beaucoup plus concret. On coupe un peu en fonction des contraintes, des budgets, du temps, etc. Et on arrive sur les priorités et des priorités qu'on aligne ensuite dans le temps en termes de communication RH et en termes de lancement de la marque employeur. Donc, on a un plan de lancement auprès de l'interne et auprès du public externe. Interromps brièvement Chloé parce qu'on va pas pouvoir rentrer dans le détail des 2 autres ateliers. C'est trop lent. Okay, mais juste pour dire aussi que tu es en train d'écrire un livre sur ces 3 méthodes-là et que vous pouvez aussi trouver le détail de chaque atelier. Je ne sais pas si les liens sont là ou en tout cas ils sont sur le site de chaque atelier marque employeur. Je vais les mettre les liens. Et le 3e que tu vas présenter sur l'expérience employée. Le détail du déroulé de ces 3 ateliers et des 5 premiers ateliers aussi, ils sont tous présents sur le site de façon plus détaillée pour que vous voyez comment chacun se déroule. Je te laisse reprendre le fil de ta présentation. Tu avais un truc à rajouter, pas du Julia? tout. Non, je trouve que c'est très clair ce que raconte Chloé et ce qu'elle explique. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans le détail effectivement du déroulé cette fois-ci, mais deuxième sujet clé pour les RH, c'est bien entendu le recrutement. Donc comment on s'adresse à nos candidats, comment on capte plus de candidatures, comment est-ce qu'on baisse les coûts de recrutement, comment est-ce qu'on trouve des candidats qui sont plus adaptés à notre culture d'entreprise et qui sont susceptibles de rester plus longtemps, de devenir des collaborateurs réellement engagés pour notre entreprise, pour notre marque. Enfin, il y a tout un tas de questionnements
autour du recrutement, bien évidemment, qui, dans un certain nombre de secteurs, est devenu assez compliqué. Donc, cet atelier-là, il s'adresse aux entreprises qui ont une problématique de recrutement et il s'inspire directement de l'atelier Acquisition Strategy Design, c'est-à-dire que on va, après une phase où on va se mettre dans la peau du candidat et comprendre ses questionnements, ses besoins, ses priorités, etc., on va travailler sur ce qu'on appelle le parcours candidat. Donc, diviser ce parcours en étapes. Et à chaque étape, le candidat pose des actions, lesquelles, donc on détaille tout ça. Et ensuite, nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme levier d'acquisition pour retenir l'attention, pour attirer et puis retenir l'attention du candidat à chaque étape de son parcours, jusqu'à, si tout se passe bien, signer un contrat de travail, jusqu'à une embauche. Et puis, on va un tout petit peu plus loin, parce que pour nous, le recrutement, ça va jusqu'à quelques semaines, quelques mois après la signature du contrat de travail. On intègre aussi toute une réflexion sur la phase de onboarding, je trouve plus le mot, d'intégration du collaborateur. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails. Le troisième atelier, c'est celui qui s'appelle Employee Experience Redesign, donc qui fait directement écho à l'atelier présenté par Valérie de Customer Experience Redesign. Cette fois-ci, on parle d'expérience collaborateur. Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, c'est un thème très, très fortement présent pour les RH aujourd'hui, et on sait que travailler sur l'expérience collaborateur, finalement, c'est travailler directement à améliorer aussi l'expérience client et en fait à contribuer de façon très concrète à la croissance et au business de l'entreprise. Parce que des collaborateurs qui sont bien dans leur entreprise et des collaborateurs qui se sentent autonomes et qui se sentent bien seront automatiquement plus efficaces et vont faire miroir en fait de cette bonne expérience qu'ils ont en interne sur leur relation à eux avec les clients. Donc on travaille un peu sur le même modèle que l'expérience client, même si l'approche est un tout petit peu plus complexe, parce qu'en fait, il va s'agir de réfléchir et d'identifier des moments clés d'interaction entre le collaborateur et son entreprise. Et ces moments clés, on va les passer au crible des 5 dimensions qui font pour nous l'expérience collaborateur. Donc, je rentre pas dans les détails, on a des matrices et on a des canevas qui nous permettent de faire ça. Ça paraît compliqué, mais justement, tout le challenge de l'atelier, c'est de le rendre simple. Et dans la deuxième, une fois qu'on a exploré tout ça, dans la deuxième phase, comme toujours, on passe à un plan d'action. Comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a travaillé sur ces moments clés et puis à chaque moment clé, qu'est-ce qui se passe bien, mais qu'est-ce qui se passe moins bien, comment est-ce qu'on peut passer à l'action pour réduire les frictions, réduire les insatisfactions et même, si on veut aller au-delà, enchanter l'expérience collaborateur. Je te repasse la parole. Ouais, je vais rapidement faire l'aspect plus commercial. Donc effectivement, de la même façon que pour les ateliers marketing, il y a une logique de package. Si vous en prenez un, si vous en prenez 2 ou 3, c'est les mêmes tarifs de package. Et même si jamais vous avez envie de faire les 8 ateliers, enfin les 8 formations à l'animation d'ateliers, on trouvera aussi un prix packagé dans cette direction-là. Donc vous n'aurez pas à payer 4009 plus 7002, on trouvera quelque chose d'intéressant pour vous, pour que vous ayez tous les outils en main. Dernière formation un peu différente des autres, parce que là on est moins sur de la méthode que sur de la façon de vendre et de se vendre. Je laisse Bertrand présenter la page formation à la prospection commerciale. À toi Bertrand. Merci Gabriel. Je vais mettre cette page à l'écran. Vous voyez mon écran, ça doit être bon comme ça. Très bien. Super.
En préambule, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que moi-même, je viens du conseil avant d'être passé au commerce. Ça fait 20 ans que je suis dans l'univers marketing communication, dans 10 ans de bonheur professionnel. J'étais en agence au planning stratégique, à la communication, avant de passer au développement. Donc, j'ai fait du conseil avant d'en vendre. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai rejoint 1 minute 30 il y a 9 mois maintenant, et avec Gabriel et Eric, on a redesigné notre organisation commerciale. On a modélisé les parcours de nos leads chauds, de nos leads froids, de leur identification jusqu'à la signature. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire bénéficier de cette expérience à travers cette formation prospection commerciale pour les consultants marketing. Le point de départ de cette formation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vient de voir comment faire, entre guillemets, du conseil. Il y a ce volet vendre du conseil au préalable. Ça va de soi. Si on ne vend pas de conseil, on ne pourra pas avoir de mission. Donc, c'est tout l'idée ici, c'est d'avoir beaucoup d'émulation collective, de travailler ensemble sur ce sujet-là. La prospection commerciale, la formation de prospection commerciale, comment ça va se passer? On va s'inscrire dans le temps après une première journée de formation théorique où on verra les bonnes pratiques. On a parlé d'acquisition stratégique design et de journey based selling. Ces méthodes-là qu'on vous propose pour vos clients, ce sont des méthodes que vous pouvez appliquer à vous-même et on verra comment on peut le faire. Et on le mettra en pratique sur la deuxième journée de ce programme. Ensuite, une fois qu'on aura les fondamentaux, une fois qu'on aura mis en place vos plans d'action, on ne va pas vous lâcher dans la nature, on va continuer à vous accompagner pendant 6 mois, à raison d'une demi-journée tous les mois, pour voir où vous en êtes par rapport à vos résultats, par rapport aux engagements que vous aurez pris devant l'ensemble de vos confrères sur votre plan de prospection. On verra quels sont les écueils que vous pouvez rencontrer, les premiers succès que vous avez, on pourra fêter ça ensemble et tous ensemble on travaillera pour aller encore plus loin. Pourquoi vous allez adorer cette formation prospection commerciale? Et cette formation, elle va vous aider à définir le plan de prospection pour être à la fois pragmatique et ambitieux. Je suis sûr que parmi vous, il y a des consultants qui pourraient travailler sur de nombreuses problématiques, sur de nombreux secteurs. Ça, vous pourriez le faire extrêmement bien. En revanche, est-ce que vos clients, est-ce que vos prospects sont capables de l'acheter? Ça, c'est une question qu'on se posera. On travaillera donc sur la définition de vos cibles, sur comprendre vos enjeux, sur construire les contenus pour être susceptible d'intéresser. J'ai par exemple le cas d'un consultant qui souhaite s'orienter sur le marketing pour les entreprises à impact. Et donc, on voit avec lui comment on peut travailler des contenus sur les sujets impact et RSE de façon à attirer du monde sur sa personne et sur sa proposition de valeur. Le deuxième point, c'est être accompagné et motivé dans votre prospection. Je le disais en préambule, on va faire ça tous ensemble. La prospection, c'est souvent vécu comme quelque chose de compliqué, de désagréable. Vous n'avez pas envie de faire de la prospection parce que vous n'avez pas choisi d'être consultant indépendant pour faire de la prospection. Maintenant, c'est un passage obligatoire et on va voir comment finalement on peut rendre ça agréable en le travaillant tous ensemble, en se fixant des objectifs, en atteignant des objectifs, en les dépassant. On verra tout ça ensemble. Le troisième point, c'est vendre de beaux projets en solo ou en partenariat avec 1 minute 30, puisque c'est bien ça l'objectif in fine, c'est de vendre ces projets. Certains projets, vous pourrez les vendre tout seul avec votre casquette de consultant indépendant. Pour d'autres projets, vous aurez des clients qui auront besoin d'être rassurés par une structure comme 1 minute 30 sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour avoir une assise plus confortable et pour être plus costaud face à eux. Alors, comment ça va se passer cette formation? Il y a 4 temps, comme je vous le disais. Cette première partie de théorie, vous allez découvrir nos méthodes pour construire votre plan d'action. On reprendra les basiques dont nous ont parlé Christophe, Valérie, Julia et Chloé pour les appliquer à vous-même, pour le coup, et non pas pour vos clients cette fois-ci. La deuxième étape, ça va être construire votre plan de prospection, vos cibles, vos enjeux, et bien calibrer ça dans le temps. Troisième point, ça va être travailler vos prévisions, estimer vos retours sur investissement,
combien de clients j'ai besoin, de combien je dois vendre d'ateliers, etc. Pour être rentable. Et le cas échéant, on pourra envisager une assurance prospection avec 1 minute 30. On pourra revenir dessus. Mais là, l'idée, ça va être de vous permettre de mutualiser l'effort et d'avoir néanmoins une rémunération en cas d'échec sur certaines consultations. Quatrième point, la mise en pratique de votre plan de prospection et closer vos ventes, c'est ça l'objectif. Donc ça va être un suivi mensuel. On s'est mis d'accord sur un plan d'action, on sait où on veut aller. Et maintenant, à travers cette formation-là, à travers ces étapes de coaching, je serai là pour voir avec vous où vous en êtes, comment vous avez progressé, quels sont les points de faiblesse que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est au moment de l'attraction? Est-ce que c'est au moment de la proposition de valeur? Est-ce que c'est au moment du closing? Où se situe le véritable souci? Voilà, c'est une formation qui s'inscrit sur 6 mois. On a un seul module pour le coup, qui inclut les 2 journées de formation, les 6 demi-journées de coaching et des rendez-vous individuels avec moi-même ou un autre formateur pour un package de 2 900 €. Là, ce qu'il faut retenir, ce sur quoi je me permets d'insister peut-être un petit peu lourdement, mais c'est cette bien penser toujours. J'ai 2 métiers aujourd'hui, je sais faire celui de consultant, je l'enrichis avec les méthodologies proposées par 1 minute 30 et j'ai un nouveau métier, celui de vendeur de moi-même, et ça vous l'apprendrez ensemble avec la formation commerciale pour les consultants marketing. Je mets l'URL de ce pas dans le chat de façon à ce que vous puissiez revenir dessus. Et ensuite, je vous laisse nous contacter pour qu'on organise les premières sessions. Merci beaucoup Bertrand. Voilà, vous avez la vue complète de ces, au total, 9 formations qu'on a construites sur l'animation d'ateliers en marketing RH et sur la prospection commerciale avec cette émulation de groupe sur lequel que tu as évoqué, moi que je trouve hyper importante. C'est hyper compliqué de prospecter, c'est usant, c'est fatigant, où on n'a pas envie de le faire, où on procrastine pour le faire en groupe avec des objectifs, avec un cadre et avec des gens à qui finalement on rend des comptes, même si c'est des gens qui font le même travail, mais avec cette notion d'émulation collective, ça rend les choses beaucoup plus efficaces et c'est ça qu'on veut instituer dans cette formation-là et dans ce collectif-là. Dernier point, si vous n'avez pas de questions sur ces formations, sur leur compréhension, sur les aspects tarifaires, sur les subventions, sur les financements, etc., ce que je vous propose, c'est que Christophe vous présente un peu les outils qu'on utilise pour nos clients en atelier, outils qu'on va vous transmettre lors de ces formations à l'animation ou même qu'on va utiliser pour la prospection commerciale, à savoir tous les boards qu'on a préparés dans des outils comme Miro. Bonne question de Stéphane, c'est dans les FAQ, on va être sur des groupes, l'idée c'est qu'on soit entre 6 et 12 dans les formations d'animation d'atelier. Peut-être un poil plus au cas où si dans la formation prospection parce qu'on va être moins limité par des questions de groupe mais et que c'est une formation sur la durée mais sur les animations d'ateliers on fera des groupes entre 6 et 12 et les ateliers en eux-mêmes avec nos clients on les fait à partir de 1 si le chef d'entreprise veut le faire tout seul mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. L'idéal sur les ateliers c'est entre 4 et 16. 16, ça va être mieux en distanciel parce qu'on peut vachement jouer sur les créations de room dans Zoom. Mais ça, Christophe va nous en parler tout de suite. Ça marche. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Et je vais partager le bon écran. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai l'écran de contrôle d'un côté, celui-là. C'est parfait. Donc déjà pour vous expliquer un peu la philosophie des ateliers, là, je vais les présenter tels qu'on les fait quand on les fait en distanciel.
avec un outil qui s'appelle Miro. Il y a plein d'outils sur le marché pour ça et nous, on a choisi celui-là parce qu'on le trouve particulièrement bon. Mais ce qui est important, c'est de se dire déjà, c'est de comprendre la philosophie de ce type d'atelier. On a parlé du double diamant tout à l'heure, de se dire on va faire en sorte de partir en divergence pour construire une vision sur la problématique donnée. On va converger, faire en sorte que tout le monde soit aligné sur cette vision-là. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va se mettre en mode action et on va faire produire les gens, travailler directement pour arriver soit sur un plan d'action, soit sur de l'action directement. Et quand on le fait en distanciel, là, on utilise en général ces 5 boards-là. Là, c'est l'exemple qu'on va utiliser, c'est sur l'Acquisition Strategy Design, donc l'atelier pour travailler sur l'acquisition client. Et donc, chose très importante, quand on fait du distanciel, c'est que la phase d'inclusion est toujours un petit peu plus longue parce qu'on a en face de nous des gens qui doivent appréhender un outil. Donc, on a créé un board Miro spécifiquement pour ça. Là où, quand on fait de l'inclusion en présentiel, on va passer, on va dire 20 minutes, peut-être une demi-heure. Quand on est en distanciel, on va passer plus de temps. On va passer 1 heure complète sur ce travail d'inclusion et faire en sorte que soient bien accueillis les gens à distance, qu'on ait le temps de créer du lien, de créer du contact. Alors, ça peut paraître super long de faire 1 heure d'inclusion, mais on peut se permettre ça en distanciel parce que le reste est beaucoup plus efficace qu'en présentiel. Quand on est en distanciel, on produit beaucoup plus et de manière beaucoup plus punchy et concentrée. Donc du coup, là je vous montre un peu un exemple. Donc là on est sur un board Miro. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet outil, c'est un outil sur lequel ça a 2 grandes fonctionnalités. C'est celle de pouvoir zoomer à différents endroits et de se promener donc sur une sorte de tableau blanc. Et la deuxième grande fonctionnalité, c'est de pouvoir écrire des choses sur ce tableau blanc, notamment à travers des post-it ou ici des photos qu'on peut positionner. Donc là, on est sur l'inclusion. Donc le premier exercice d'inclusion, c'est de faire en sorte que les gens apprennent à déplacer les outils, savoir un peu comment ça fonctionne. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leurs photos simplement sur leur région d'origine. Et c'est là où je découvre que Valérie vient du même coin que moi. On se reparlera. On reparlera. On continue sur ce même type d'exercice où on demande aux gens donc d'écrire avec un petit post-it qui ont positionné où ils se trouvent en ce moment. Typiquement, moi, aujourd'hui, je suis dans ma chambre. Hop, voilà. Et je peux taper mon petit nom ici, Christophe. Donc tout ça, c'est pour s'amuser avec les outils. Donc on est sur des choses un peu rigolotes qui paraissent un peu basiques. Mais en fait, c'est vraiment un double objectif. On inclut les gens, on fait en sorte qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent à se connaître, et en même temps, on leur fait découvrir des outils. Et après, derrière, on continue sur un troisième pan où on fait travailler les gens. Alors là, il y a plein de manières de le faire. Une de celles que moi j'aime bien, c'est de mettre les gens en sous-groupe et de les faire discuter entre eux de « tiens, chez toi, je vois telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique ». Et là, l'idée, c'est de leur faire découvrir comment se passe le travail en sous-groupe. Parce que quand on est en distanciel, on a ce tableau blanc, mais on a besoin de communiquer par ailleurs. Donc, en général, on utilise un outil de type Zoom ou Teams et on fait des sous-groupes donc, où les gens vont travailler par 2, par 3, par 4 suivant la taille de son groupe. Et donc, il faut aussi qu'ils découvrent cette expérience-là parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se dire tiens, là, on est, je prends l'exemple de l'atelier, d'un atelier de 16 personnes, on est 16 là tous ensemble. Après, on va se travailler par 3, donc ils vont se retrouver dans des petites salles où il n'y a que eux, et après, ils vont revenir dans le grand groupe. Toute cette expérience-là, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils ne soient pas perdus quand on va rentrer dans de la production pure. Donc, on crée des petits exercices comme ça qui créent le lien et qui, derrière, va permettre de rentrer dans le dur. Et ensuite, après, on passe dans le concret. Donc, première chose dans un atelier, tiens, voilà, et là, vous voyez la petite souris de Yann qui est ici. Donc, en fait, chaque participant, vous voyez où est sa souris sur le tableau. Donc, c'est hyper intéressant. Et là, donc, les gens, ils vont travailler en sous-groupe sur un atelier d'acquisition stratégie design. Donc, c'est pour poser la question du quels sont nos personas. Alors, nous, notre méthodologie, on ne pose pas les personas en disant j'ai le DRH, j'ai le direction marketing, j'ai je sais pas qui sont nos clients, le père de famille ou la mère de famille. On les positionne toujours avec un verbe d'action. Donc, c'est ceux qui cherchent à faire quelque chose. Et c'est hyper intéressant parce qu'au moins, on est tout de suite dans essayer de comprendre ce que font nos clients plutôt qu'essayer de positionner un nom, de dire c'est Germaine au service compta. C'est pas ça le but, quoi. Et donc, première méthodologie, de commencer à positionner ces personas.
Donc, on fait ça par équipe. Chaque équipe fait son petit tableau, remplit sa petite cible. Donc là, c'est la cible. Pour entrer dans les détails, chaque personne va essayer de les catégoriser plus ou moins proches de la problématique et proches de l'achat. Donc, ceux qui sont très influents sur l'achat vont être à l'intérieur du cercle, ceux qui le sont un peu moins à l'extérieur. Et après, on a des zones qui sont en libre usage des participants pour classifier les gens comme ils ont envie après par rapport à ces actions. Christophe, un peu comme Chloé, tu n'es pas obligé de rentrer dans le détail de chaque outil, c'est vraiment montrer les outils qu'on utilise en atelier pour que ça fonctionne. On a construit des boards, boards pour l'ensemble des ateliers et des formations. Et c'est ces outils-là sur comment les utiliser, comment animer des groupes pour qu'ils les utilisent bien, et c'est ces méthodes-là qu'on vous transmet aussi pendant les formations animation d'atelier. Ouais, c'est exactement ça, avec la notion de distanciel présentiel où les enjeux de préparation de timing ne sont pas les mêmes quand on est en présentiel qu'en distanciel. Les enjeux de comment, à chaque séquence, garder le momentum, faire en sorte, est-ce qu'on va cadencer les temps de manière très courte, est-ce qu'on va les cadencer de manière plus longue en laissant les groupes en autodétermination. C'est ce genre de choses-là, effectivement. Donc, le séquençage, c'est ça, on fait de la divergence, on refait de la synthèse. Vous voyez, on a des boards, on a chaque équipe travaille, team 1 travaille sur ce tableau-là, team 2 travaille sur celui-là. Il peut y avoir 3 ou 4 équipes. Hein. Moi, en général, j'ai plutôt travaillé sur des gros groupes, donc avec 4 équipes en parallèle. Et après, on refait une synthèse dans un même tableau où on fait de la convergence ensemble des éléments qui paraissent clés. Et c'est là aussi où vous pouvez faire ressortir le savoir-faire de conseils, hein, d'aider à synthétiser des choses qui sont parties dans plein de directions. Et ce qui est super intéressant avec ces outils, c'est vrai, tu viens de le dire, c'est qu'on peut monter sur des groupes de jusqu'à 16 personnes dans les ateliers, parce que les outils vont permettre de créer des rooms assez facilement et donc de faire bosser 4 équipes de 4, par exemple. Et ça, c'est des choses qui en présentiel sont beaucoup plus dures à faire parce que il y a beaucoup plus de dissipation d'énergie. Donc voilà, les outils comme Miro, comme Zoom avec les rooms, mais Teams aussi a introduit les rooms, etc., permettent de faire des choses assez étonnantes dans de l'animation de gros collectifs. Après, on peut aussi utiliser ces outils comme Miro en présentiel, mais avec des équipes un peu plus restreintes, parce qu'on va aussi parler de plein d'autres trucs, de la pluie, du beau temps, des enfants, etc. Ce qui se fait moins à distance, mais c'est plus sympathique en présentiel après. Ouais. C'est deux. En fait, moi, mon parti pris aujourd'hui, c'est de dire, même si demain on est complètement confiné, de se dire, quand je fais un accompagnement chez un client, certains ateliers, je les ferai en présentiel ou d'autres en distanciel, suivant ce que je cherche à obtenir. Si on cherche, plus on sera dans un objectif de produire des choses, de faire en sorte que les choses écrites sortent, plus le distanciel va être pertinent, plus on cherche à créer de la pure cohésion, plus le présentiel peut avoir du sens. Et là-dessus, je rajouterais un quoique. C'est-à-dire que le fait de travailler en sous-groupe, de mixer les sous-groupes, etc., on arrive vraiment à créer des choses sympas. Et donc, c'est tout ça, je trouve, qu'on veut transmettre dans ces formations, c'est cette capacité à être agile par rapport à ces boards qui sont très structurants, très structurés, sur lesquels on peut partir, on suit la méthodologie, ok, on est déjà bien, et de se dire, une fois que j'ai cette méthodologie bien en place, comment je joue avec la méthodologie pour adapter ça à la problématique du client, pour le rendre encore plus précis et ressortir avec l'effet waouh, hein. C'est de se dire que les gars ils ressortent en se disant d'un côté je suis super énergisé parce qu'on a vécu une super expérience collective, et de l'autre côté en même temps j'ai produit quelque chose qui est utile et pas un truc qui va rester dans les placards. C'est vraiment ça l'enjeu, parce que quand on regarde le dernier atterrissage, on est là, hein. Je regarde, c'est voilà ce que je fais déjà aujourd'hui. Est-ce que j'en suis satisfait ou pas par rapport à tout ce que j'ai écrit au-dessus de ce que fait le client? Donc, le client, il fait ça. Moi, aujourd'hui, je mets ces actions-là en face. Est-ce que j'en suis satisfait ou pas? Quelles nouvelles actions je peux faire par rapport à ça? Et derrière, dans du multiservice, en incluant du commerce, du marketing, du service client, du projet, de l'avant-vente, comment est-ce que chacun peut contribuer à chacune des étapes pour mettre les choses en place? Et on ressort non pas avec ma tâche, c'est de faire ça à telle date, c'est de dire, c'est plutôt une vision claire. Moi, mon rôle dans cette problématique du client, c'est ça. Et mon rôle ne s'arrête pas à maîtriser un métier qui est le métier du marketing, maîtriser le métier du commerce. Mon rôle, c'est d'amener le client
à acheter à la fin du parcours d'achat et je peux intervenir à différentes étapes de manière légitime. Et donc, du coup, voilà, dans ces ateliers, le but, c'est d'arriver à ça, quoi. C'est de ressortir où les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire, quel est leur rôle, en ayant construit un esprit d'équipe plus fort. Voilà, c'est de l'esprit d'équipe et de la clarté. Super, merci beaucoup Christophe. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Je posais des questions là dans la chat. Est-ce que les gens qui nous ont suivis ont des questions sur ces formations? Savoir si parmi vous il y a des personnes intéressées par ces formations. Si c'est le cas, lesquelles? Voilà, la parole vous est donnée. Puis sinon, merci beaucoup à tous les 5 pour cet échange qui a été hyper riche comme toujours. C'est intéressant de croiser, de parler tous ensemble parce que même en étant à l'origine, on apprend des choses. Donc là-dessus, c'est plutôt très sympathique. On est un peu moins nombreux qu'au début, mais ça c'est normal. Il y a des gens qui nous ont quittés. Ceux qui sont encore présents, des retours, des dernières questions. Et si c'est pas le cas, je vous laisserai chacun conclure par un petit mot. Allez, on commence les conclusions. Valérie? Moi je lisais, j'attendais les questions du chat. En tout cas, je pense que vous avez compris qu'on a des méthodes structurées, efficaces, parce qu'elles permettent de gagner du temps et d'engager les participants. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous, si vous voulez d'autres questions, et au plaisir de vous revoir, j'espère, dans l'une de ces formations. Pareil pour moi, j'espère que beaucoup d'entre vous viendront se former aux problématiques de positionnement et de marque, et puis à toutes les autres formations, à ces ateliers qui sont vraiment passionnants. Moi personnellement, j'ai très envie d'en savoir plus sur certaines de celles que mes camarades de jeu proposent, donc je vous ferai signe bientôt. Moi pareil. Ouais, merci, merci pour ce temps. Moi, j'espère qu'on aura réussi à vous communiquer notre enthousiasme pour ces outils et ces ateliers et cette approche à la fois structurée et collaborative. Et je voulais revenir sur la notion de plaisir en fait que ça peut apporter, parce que c'est vraiment nettement mieux d'animer un atelier comme ça, d'aller vite et d'avoir un client engagé en face de soi que de bosser tout seul sur des PowerPoints qu'on présente après et dont on ne sait pas forcément ce qu'ils vont devenir. Donc, il y a vraiment du plaisir à faire ce type d'atelier. Je continue. Moi, de mon côté, ce que je trouve hyper intéressant avec ces ateliers, c'est qu'ils contribuent vraiment à votre posture de consultant. Moi, en fait, en tout cas, moi, je les ai complètement intégrés dedans. C'est on sort du consultant analyste, comme je disais, qui dit la messe, vers vraiment celui qui accompagne son client. Et moi, c'est vraiment ça le cœur du truc. C'est passé. Je suis là pour vous accompagner. Je suis pas là pour tout faire à votre place. On est là dans ce truc-là ensemble, dans cette aventure. Et l'aventure, grâce à ce type d'outil, elle est plus fun, elle est plus dynamique, ça va vite et ça bouge. Bertrand ? Oui, moi, ce qui me plaît dans ce programme-là, c'est la complémentarité entre les différentes briques du programme. J'ai insisté, je continue, faire du conseil, vendre du conseil. Vous avez les deux aujourd'hui qui vous sont proposés. Vous pouvez monter en compétence sur ces deux-là. Et moi, je serais ravi de vous retrouver sur la partie vendre ce conseil. Question de Stéphane. Je suis convaincu par le pourquoi des ateliers et les bénéfices pour les clients, mais comment gérer la problématique des dirigeants débordés, désorganisés, qui n'ont pas le temps? J'ai déjà du mal à joindre mes interlocuteurs en one-to-one chez mes premiers clients. Ce que tu veux dire, c'est en quoi comment passer le barrage de créer une journée où on réunit tout le monde? Effectivement, il y en a un, mais tu te rendras compte que c'est plus facile de réunir 5, 6, 7 personnes en une journée d'atelier ou par l'émulation de groupe encore, l'un va dire si les autres y sont, je peux pas ne pas y aller et il va casser son agenda pour y aller, que d'essayer d'avoir des rendez-vous en one-to-one. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une journée où il y a 7 personnes que d'avoir même 7
fois 1 heure avec une personne. C'est beaucoup moins de temps, etc. Parce que par le groupe, parce que le patron y est et le marketing va y être, etc. Et donc on va avoir la capacité à réunir. Alors bien sûr, il faut que le dirigeant soit moteur et dise OK, banco, on fait ça. Ça nous coûte du temps, mais c'est nécessaire. Donc il faut avoir fait sa vente. Mais une fois que la vente est faite, ils savent trouver une journée. Ou au pire, moi j'aime pas ça, mais c'est faisable quand même 2 fois 2 demi-journées. Donc ça, c'est quelque chose de faisable. Bon, bah merci beaucoup à tous les 5 pour ce partage. Et puis aussi, moi je tiens à vous remercier aussi maintenant, c'est pas pour la formation, mais pour tout le travail qu'on fait autour des méthodes. Je suis hyper fier de ce travail qu'on a fait sur l'acquisition strategy design, qu'on est en train de faire sur la customer experience redesign, sur le journey based selling, sur la marque employeur et la formalisation de ces méthodes, et même sur les autres sujets comme l'offre et comme la marque, sur lesquels il n'y a pas de livre prévu tout de suite, mais qui nous enrichissent tous. Je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à créer ensemble dans notre collectif de consultants. C'est enrichissant pour moi, c'est enrichissant pour l'agence. J'espère que c'est enrichissant pour vous. Je remercie aussi Virginie Vivier qui n'est pas là, mais qui a participé à ce travail collectif, qui m'a transmis cet intérêt, cette passion pour le design thinking et pour ces méthodes co-créatives dont on a beaucoup parlé et qui sont très efficaces. La richesse du collectif est quand même hyper intéressante, hyper plaisante. Et donc, merci à vous 5, merci à tous les consultants qui sont déjà au sein d'1 minute 30 et merci à tous les participants qui ont suivi ce webinaire qui, j'espère, nous rejoindront dans ces formations d'animation d'ateliers, de prospection commerciale et le cas échéant aussi nous rejoindra comme consultant 1 minute 30. Merci beaucoup à vous tous. C'est un vrai plaisir pour moi. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Salut.